Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Alors après 45 jours de mobilisation, le mouvement de grève dans les transports s'essouffle. L'UNSA annonce suspendre le conflit dès demain, mais surtout, ce mouvement se radicalise. Emmanuel Macron, qui a été chahuté au théâtre du Bouffe du Nord, incendie criminel à la Rotonde, réunion de Marlène Schiappa perturbée à Paris, intrusion musclée à la CFDT, c'était vendredi, encore ces vœux du ministre de la Culture Franck Riester annulés demain lundi à cause de menaces de la CGT. Alors qu'est-ce que cette inquiétante radicalisation du mouvement social dit de l'État de la France ? Le pays serait-il au bord de l'insurrection ? Puis au-delà de la réforme des retraites au municipal, eh bien quelle est la stratégie du Parti Socialiste pour le Parti Socialiste ? Quelles alliances, quels objectifs et quels projets pour l'avenir, c'est-à-dire pour 2022 ? Mais on va commencer, si vous le voulez bien, Olivier Faure, eh bien par l'actualité de ce mouvement contre la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous inspire cette radicalisation du mouvement qui a donc ciblé en fin de semaine Emmanuel Macron, la Rotonde ou encore la CFDT ? Écoutez, moi je suis un pacifiste et je suis un non-violent. Donc je condamne toutes les actions qui pourraient avoir pour effet l'intimidation, la violence qui est hors de propos dans une démocratie. Mais là, il y a un en même temps qu'il faut quand même... C'est quoi le en même temps ? Arriver à envisager. En même temps, c'est qu'il faut aussi que le gouvernement comprenne que sa radicalité à lui, cette façon de vouloir toujours passer en force, y compris quand il n'y a pas de majorité pour soutenir ses projets, est devenue problématique parce qu'elle enflamme le pays, parce qu'elle crée de la tension. Et quand vous avez aujourd'hui un président de la République qui vous explique qu'il demandera aux parlementaires de bien vouloir voter un texte là, dans quelques jours, au mois de février. Vous demandez, en fait, de voter un texte dont on n'a ni les simulations et les conséquences pour chaque individu, pas plus que nous n'avons le financement. Comment voulez-vous que ça ne crée pas de l'inquiétude ? Alors attendez, on va parler du texte, on va essayer de savoir ce que vous pensez précisément de ce texte et des implications de ce texte sur la réforme des retraites, mais d'abord sur la radicalisation. Vous dites, il y a un en même temps, vous dites, il y a un mais. Ça veut dire que cette radicalisation du mouvement social, ces violences qu'on rencontre dans la rue, dans le cadre des manifestations ou contre des personnalités, y compris le président de la République, c'est à cause du président ? Je dis que je condamne fermement toute action violente. Mais ce mais, effectivement, je le maintiens. Le problème, c'est que quand vous avez en fait un président de la République qui donne le sentiment de ne jamais vouloir écouter, ça fait un an, Frédéric Aziza, que nous avons des gilets jaunes qui défilent chaque semaine. Et après un débat qui a d'abord été une façon pour le président de se mettre lui-même en vedette d'un long périple à travers la France, le sentiment général, c'est qu'il ne s'est rien passé de profond. Pourtant, il y a eu 17 milliards de données, 17 milliards de données. Ce n'est pas... C'est rien ? On n'est plus... d'abord, cette comptabilité, j'aimerais bien qu'on la refasse parce que vous avez à chaque fois des milliards qui sont donnés d'une main et repris de l'autre. Donc là, il y a aussi beaucoup à dire, mais sans aller dans les détails. Simplement, le sentiment général, c'est que ce président n'entend rien. Qu'il a décidé de passer en force sur tous les sujets. Pendant l'été, c'était l'assurance chômage. Vous avez 1,7 million de bénéficiaires qui vont en fait n'être non indemnisés. C'est une tuerie, a dit Laurent Berger. Une tuerie. Bon, ça commencera en avril. Et donc après, on tape sur le président. Et donc ensuite, vous avez la réforme des retraites qui, de ce que l'on sait, est une réforme qui va se traduire par une régression fondamentale pour des millions et des millions de Françaises et de Français. On va parler des Personne, mais c'est quand même ça le sujet. On va en parler puisqu'on va d'abord parler de l'actualité. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, notamment au théâtre des Bouffes du Nord. Tabouaf, c'est celui qui a tweeté la photo d'Emmanuel Macron, encourageant à la mobilisation devant le théâtre contre le président, est ressorti hier soir de garde à vue avec le statut de témoin assisté. Vraie violation de la liberté individuelle contre un journaliste, a dénoncé son avocat. Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Mais je ne comprends pas très bien quelles sont les raisons qui ont conduit à sa garde à vue. Vous pouvez politiquement condamner cet homme, considérer que son rôle n'est pas d'appeler à la mobilisation, encore que son tweet soit plus ambigu que ça, mais vous ne pouvez pas ensuite le mettre en garde à vue. Enfin, imaginez que ce soit non pas un journaliste, mais simplement... c'est un journaliste qui n'a pas la carte de presse, donc officiellement, c'est pas un journaliste.
la définition du journalisme est compliquée, puisqu'il y a Non, c'est pas compliqué. Un journaliste est un salarié d'un organisme de presse, d'un organe de presse qui a une carte de presse. Je ne le connais pas, mais visiblement, il est salarié d'un organe de presse. Donc, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Imaginez n'importe quel citoyen qui fait un tweet et qui se retrouve ensuite en garde à vue parce qu'il a simplement annoncé le fait que le président de la République se trouve dans la même salle que lui. Oui. Vous dites qu'il y a un problème. Daniel Obono. Il y a un problème, effectivement. Daniel Obono considère que si on s'en prend à lui, notamment sur les réseaux sociaux, et si le pouvoir s'en prend à lui comme ça, c'est parce qu'il est arabe. Non, je ne dirais pas ça, je ne rentre pas là-dedans, c'est pas du tout le sujet. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a aujourd'hui une liberté d'expression dont nous sommes les uns et les autres les garants et qu'elle doit être préservée à tout prix. Et vous dites qu'elle n'a pas été préservée pour lui. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui se retrouver en garde à vue simplement parce qu'on émet un tweet qui dit qu'un président de la République est à tel ou tel endroit. Ce n'est pas la première fois qu'un président de la République, on annonce qu'il est à tel ou tel endroit. Et donc si à chaque fois maintenant qu'on en fasse sa profession ou pas, on informe les internautes que il y a le président est quelque part, non, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas. On ne peut pas avoir ce sentiment. C'est plus qu'un sentiment. C'est quand vous regardez la façon dont le maintien de l'ordre aujourd'hui est assuré. Quand vous avez des bavures qui se répètent semaine après semaine, jour après jour, vous vous dites que c'est un pouvoir violent. C'est peut-être qu'il y a aujourd'hui un problème de doctrine de maintien de l'ordre et qu'on ne peut pas continuer à avoir un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre, un président de la République qui laisse faire et qui donne le sentiment qu'il y a une tolérance pour la violence. Quand vous êtes policier, c'est un métier très difficile. Et vous êtes le garant pour nous tous de notre sécurité. Vous êtes le garant à la fois du maintien de l'ordre public pour les institutions, mais pas seulement. Vous êtes aussi là pour protéger les manifestants. Vous avez une mission qui est celle de la police républicaine. Et aujourd'hui, le sentiment, c'est que depuis Didier Lallement, depuis donc ce préfet de police que le pouvoir a nommé à Paris, on a choisi un camp. Or, le seul camp qui soit possible pour un préfet de police, comme pour un ministre de l'Intérieur, c'est le camp de la République. Dès lors qu'on a le sentiment que ce camp-là est devenu le camp du pouvoir, ça suscite des tensions. Ça veut dire que ce pouvoir est quelque part violent, antidémocratique ? Mais ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis simplement qu'il y a une doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui qui est une doctrine défaillante et qu'il y a un problème et que ce n'est pas normal que vous ayez aujourd'hui, en France, la possibilité d'utiliser des LBD qui sont interdits partout en Europe, que vous puissiez utiliser le plaquage ventral qui est interdit partout en Europe et que vous ayez des morts. Ça, c'est pas possible. Et alors, l'intrusion au siège de la CFDT, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je l'ai condamné. Je pense que ça n'est pas la bonne façon de faire. Mais est-ce que vous dites est-ce qu'il y a un mais ? Est-ce que c'est aussi à cause de la gestion par le pouvoir de ce projet de réforme des retraites ? Non, la CFDT, c'est pas le pouvoir. La CFDT, il a été considéré par ceux qui se sont rendus au siège de la CFDT, notamment les militants de Sud, comme un allié du pouvoir, comme entre guillemets des jaunes. Non, la CFDT n'est pas un allié du pouvoir. Ils ont une position qui est une position différente, qui est une position qui est celle d'un syndicat qui pense qu'il y a quelque chose à obtenir du pouvoir en place pour pouvoir aller vers le régime universel qu'il souhaite. Mais on ne peut pas les assimiler au pouvoir. Et le projet qui est porté actuellement par le gouvernement n'est pas le projet de la CFDT, de l'UNSA ou de la CFTC. Il est le projet du gouvernement. Et eux, ils sont dans une démarche de négociation. On peut avoir une démarche différente, considérer que, éventuellement, ça n'est pas la bonne solution et qu'il faut créer un rapport de force avec ce pouvoir pour pouvoir avancer, justement, et améliorer le système actuel. Mais on ne peut pas accuser les syndicats d'être les alliés du pouvoir. Qu'est-ce que cette radicalisation du mouvement social de ce mouvement social et dit surtout de la société française? Mais ça dit qu'il y a des violences. Aujourd'hui, il y a de la violence partout parce qu'il n'y a de justice nulle part. C'est ça que ça dit. Ça dit que depuis plus d'un an, nous sommes confrontés à un pouvoir qui, au lieu de chercher à valoriser tout ce qui permettrait la négociation, la concertation, qui permettrait en fait de ne pas être simplement dans le mime, parce que c'est ce que fait le gouvernement. Il nous explique que pendant 2 ans, ils ont négocié et concerté. C'est quoi le résultat ? Le résultat, c'est que vous avez un pouvoir qui ne tient compte de rien. Même sur l'âge pivot, aujourd'hui, vous voyez bien que dans le texte qui a été remis au Parlement, on nous parle maintenant d'un âge d'équilibre. Cet âge d'équilibre va se décaler dans le temps et que pour le dernier de mes enfants, quand je fais le calcul, lui, il aura un âge d'équilibre qui sera à 69 ans. Donc, moi, je ne peux pas considérer que ce pouvoir est un pouvoir qui négocie, qui entend et qui arrive à apaiser. Ce n'est pas un pouvoir qui apaise, c'est un pouvoir, au contraire, qui
tend la relation en permanence. Est-ce qu'il a un pouvoir avec le peuple, Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est ça le problème ? Il a effectivement un problème, c'est qu'il ne connaît pas ce pays. Il ne connaît pas ce pays, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été élu au départ. Je ne sais pas si c'est parce il aurait été élu certainement, il aurait été obligé de se confronter à une réalité sociale que tous les élus de France, quel que soit leur bord, connaissent. Parce que nous tournons en permanence, parce que chaque fois que vous êtes confronté à des situations individuelles, vous comprenez que la vie, ça n'est pas forcément un long fleuve tranquille pour tout le monde. Et là, on a un président, effectivement, dont l'habitus, aurait dit Bourdieu, qui n'est pas franchement celui de monsieur et madame tout le monde. Est-ce qu'il est légitime ou pas ? Il est légitime parce qu'il a été élu. Ouais. Mais cette légitimité ne suffit pas. Comprenez-moi bien. Ce que je veux dire par là, c'est que il a été élu dans des circonstances très particulières. Il a été élu au second tour parce qu'il était face à Marine Le Pen. Moi-même, j'ai appelé à voter pour lui et j'ai voté pour lui au second tour. Mais ça n'était pas une carte blanche. Ça n'était pas un chèque en blanc. Et donc, quand on est élu dans ces conditions-là, plus que n'importe quel autre président, on a un devoir, celui de concerter, celui de négocier avec les corps intermédiaires, de chercher le consensus, et puis de chercher aussi un rapport à l'opinion qui permette de trouver ce consensus. Mais alors, est-ce que ça veut dire... Attendez, vous parlez de 2017, vous en avez parlé il y a quelques instants. Donc, un président élu, une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la rue, c'est les sondages qui doivent avoir raison contre ceux qui ont été élus légitimement par le peuple ? Est-ce que c'est ça, la démocratie ? Non, mais ne caricaturez pas. Il ne s'agit pas de dire c'est la rue ou les sondages. Mais c'est ou un peu le ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est un peu ce que vous dites. Vous dites, non, c'est pas ce que je dis. qu'il y a une majorité contre ce projet. Comment vous voyez ça ? Vous voyez ça parce qu'il y a quelques milliers de manifestants dans les rues au cours de ces manifestations, et parce que les sondages donnent une majorité aujourd'hui moins nette qu'auparavant, nette quand même, qui a de la sympathie pour ce mouvement. Les sondages le disent, mais les sondages, ce ne sont pas des élections. La sympathie pour le mouvement, c'est une chose, et puis après, il y a le rejet du projet lui-même. Et là, c'est encore plus profond, même après le retrait provisoire de l'âge pivot. Donc, il y a bien une hostilité au projet lui-même. Après, le regard que les gens portent sur le mouvement, c'est autre chose, parce qu'il y a effectivement beaucoup notamment de franciliens qui sont aujourd'hui fatigués d'avoir des trajets qui s'allongent chaque jour, chaque matin, chaque soir, et donc qui sont... Non, parce que si on se base... Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que si on se base sur les sondages, sur l'état de l'opinion, on se met quelques années en arrière, une trentaine d'années en arrière. En 81, si Mitterrand avait écouté les sondages, on aurait toujours la peine de mort ici, en France. C'est vrai, mais et donc ça veut dire que la légitimité, la démocratie, c'est pas les sondages. Frédéric Azizin, la peine de mort, c'est en fait une valeur. C'est plus exactement l'abolition de la peine de mort, c'était répondre au nom de grands principes, de grandes valeurs. Là, en l'occurrence, on parle de quoi ? On parle du régime de retraite. Vous savez aussi, si vous vous reportez non pas à 30 ans en arrière, mais à l'après-guerre, que cette œuvre-là est l'œuvre du Conseil national de la résistance. Et que ce qui a été conçu dans la résistance et ensuite a été porté par le gouvernement de la libération a été porté par l'ensemble des forces politiques. Parce qu'il y a eu un consensus, parce que ça n'est pas rien. On parle de quoi ? On parle simplement de ce qui nous arrivera à vous, à moi, à tout le monde, je l'espère, arriver un jour à l'âge de la retraite et en vivre dignement. Pouvoir continuer à se dire que, en fait, une vie de travail, elle mérite reconnaissance. Et que cette reconnaissance, elle ne peut pas passer, par une réforme qui renverrait chacun à des âges insupportables. Alors, âge insupportable, on va parler de la réforme des retraites. 80... depuis tout à l'heure, on dit qu'on va en parler. Non, on va parler du fond, parce qu'on a parlé d'abord de l'actualité liée à ce mouvement. Donc, est-ce que vous dites, il faut que les Français puissent partir à 60 ans à la retraite ? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des réformes successives qui ont jusqu'à la réforme Touraine dont on peut parler, qui ont conduit à ce que pour la majorité des Françaises et des Français, il faille cotiser pendant 43 ans. Mais c'est ce que nous avions fait dans le quinquennat précédent. Pour ceux qui ont eu une carrière longue, le départ, c'est 60 ans. Et pour ceux qui ont des métiers pénibles, on efface l'augmentation de durée de cotisation, puisque on peut partir 2 ans avant les autres, et donc on peut partir à 61 ans. Et donc ça me paraît être un équilibre qui avait été trouvé et qui, à l'époque, il n'y avait pas de manifestants dans les rues. Et il n'y avait pas de syndicats qui... À l'époque, c'est-à-dire quand vous parlez de quelle année ? De 2014, quand la réforme Touraine a été adoptée. Alors, les régimes spéciaux, est-ce que vous êtes pour leur maintien ou pas ?
parce qu'au centre de cette réforme, et du mouvement social, c'est quand même la suppression des régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP et de la SNCF. Est-ce qu'il faut les maintenir ou pas? Voyez, regardez ce qui s'est passé avec le Conseil supérieur militaire, qui a été sollicité par le gouvernement pour rendre un avis sur la retraite. Que viennent-ils de répondre? Un avis négatif, parce qu'ils considèrent que la façon dont les choses vont se passer va en réalité avoir des conséquences directes sur la gestion de l'armée française et non mais là on parle pas de l'armée française puisque l'armée française c'est un régime spécial. C'est un cas particulier. Tous les cas des régimes spéciaux sont particuliers. On va parler des cheminots. Vous voulez parler de l'opéra, vous voulez parler de la Comédie Française, vous voulez parler du régime ferroviaire franco-éthiopien, les 42 régimes dont on parle. Attendez, le régime spécial de la RATP et de la SNCF, ça coûte 7 milliards par an aux contribuables. Mais vous savez pourquoi ? Est-ce qu'il faut le maintenir ou pas ? Mais alors, je vais vous répondre, mais d'abord, avant, je voudrais rétablir une vérité. C'est que même si le gouvernement allait jusqu'au bout de sa réforme, les fameux 7 milliards dont vous parlez, vous croyez qu'on va les économiser ? Ben non. On les économise. Pourquoi ? Parce que vous avez tous ceux qui sont déjà partis à la retraite et qui vont continuer à en bénéficier. C'est pour ça qu'on dit que ça va durer des dizaines d'années avant de. Et puis tous ceux qui sont encore à la SNCF ou à la RATP, qui eux, le projet de loi dit, ce sont ceux qui sont nés après 85. Voilà. Donc ça fait encore des années et des années et des années pendant lesquelles ce régime spécial va être maintenu. Et puis de toute façon, de la démocratie sociale, c'est la discussion. Et puis de toute façon, il ne va pas échapper que plus personne n'est embauché au statut. Et donc que les nouvelles générations, de toute façon, ne bénéficient plus de ce régime spécial. Donc, on a fait du régime spécial des cheminots et des conducteurs de bus et de métro, en fait, des épouvantails commodes pour pouvoir dire aux Français, vous vous rendez compte, mais voilà les privilégiés. Est-ce que vous trouvez... Mais le premier régime spécial que je veux bien qu'on abolisse tout de suite, c'est le régime spécial que le gouvernement a mis en place au début de ce quinquennat et qui est le régime spécial des super riches. Parce que ce régime spécial-là, on n'y touche pas. Et même dans la réforme des retraites telle qu'elle est conçue maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ceux qui sont cotisants et qui ont un salaire au-dessus de 10 000 euros? On les renvoie vers les fonds de pension. Et même mieux encore, dans la loi Pacte qui a déjà été votée. C'est vous qui dites qu'on va vers les fonds de pension. Ils ne payent pas de cotisation. Ils ne payent plus de cotisation. Et donc ça veut dire, attendez, il y a une précision, ils ne payent pas de cotisation, ça veut dire qu'ils n'auront pas de retraite sur les salaires au-delà de 120 000 euros par an. Et donc ils iront cotiser où ? Dans les fonds de pension. Et ils ne coûteront rien à l'État. Si, ils coûteront à l'État, puisque en fait ils seront exonérés fiscalement pour l'argent qu'ils mettent dans les fonds de pension. Ils n'auront pas de retraite. Mais sur ces sommes-là. Vous comprenez que c'est une exonération fiscale supplémentaire. Et mieux encore, puisqu'ils ne cotisent plus au-dessus de 10 000 euros. Eux ne cotisent plus, mais l'entreprise qui cotisait pour eux, elle ne cotise plus non plus. Les 60% que l'entreprise mettait dans le régime, elle ne cotisera plus pour ça. Donc vous avez un cadeau fiscal pour les entreprises, un cadeau fiscal pour ces individus-là, et un manque à gagner pour... Donc ça veut dire que la question... Et ces 70 milliards qui vont vers les fonds de pension, c'est l'objectif écrit du gouvernement, 70 milliards sur 15 ans, qui iront vers les fonds de pension. Fonds de pension qui, derrière, viendront, non pas seulement pour les retraités français, mais peut-être pour les retraités américains, etc., et viendront faire pression dans les entreprises dans lesquelles elles rentreront en disant, nous, on veut des dividendes. Et donc, ça ne suffit pas ce qui se passe aujourd'hui, et donc, ils nous demanderont des licenciements. Voilà ce qui se passe. C'est un cercle vicieux, et c'est un système dans lequel on nous entraîne, et qu'un système qui est un système, en réalité, diabolique. La réforme Touraine, c'était une bonne chose ou pas ? Oui, je l'ai voté. Et parce que quand la réforme Touraine, avec la réforme Touraine, une grande partie des Français doit partir à la retraite à 67 ans. Non. Écoutez, non, pas du tout. On va préciser les choses. Préciser les choses. Donc, oui. Depuis cette réforme, donc vous avez voté, comme vous le dites, la durée de cotisation requise pour l'obtention d'une retraite sans décote augmente progressivement d'un trimestre tous les 3 ans entre 2020 et 2025 pour atteindre 43 ans, 172 trimestres en 2027 pour les personnes nées en 73 ou après. Ainsi, donc, pour une personne née en 75, concernée par la réforme, Macron, ayant commencé à travailler à 20 ans, elle ne pourra donc prendre sa retraite qu'à 63 ans, à 64 ans pour une personne ayant débuté sa carrière à 21 ans, à 65 ans pour une carrière débutée à 22 ans, 66 ans à 23 ans et 67 ans à 24 ans. Alors en quoi c'est plus juste que ce qui est proposé avec l'âge pivot ? Justement, il ne vous a pas échappé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que bien sûr, si vous me parlez de quelqu'un qui a fait des études longues et dont on peut supposer qu'elle a un métier qui est celui d'un col blanc, l'âge de la retraite ne peut pas être le même pour celui qui tient un marteau-piqueur. Quand nous avons fait la réforme à Touraine, nous avons prévu, c'est ce que je disais tout à l'heure, les carrières longues, 60 ans,
Et ceux qui ont une carrière avec des métiers pénibles partent plus tôt aussi. Vous savez que l'espérance de vie pour un éboueur, pour un égoutier, elle est de 17 ans inférieure à la moyenne nationale. 17 ans! Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas mettre sur un même plan des gens qui pourront effectivement travailler plus longtemps. Regardez les journalistes, j'en connais beaucoup, qui sont très largement au-delà de l'âge de la retraite et qui n'ont aucune envie de la prendre. Et alors, je les comprends. Attendez, une précision. C'est pas la même chose que pour un éboueur. Ça veut dire qu'il y a des négociations qui sont en cours aujourd'hui. Vous attendez à ce qu'on vous précise les choses en ce qui concerne la pénibilité, peut-être aussi la retraite progressive, le problème des seniors. Sûr. Et donc ça, c'est le cadre des négociations, notamment avec les syndicats réformistes et aussi les autres. Mais donc là-dessus, ils ont raison. Mais je vois bien aussi que pour l'instant, regardez ce qu'il se dit, que le ministre qui a remplacé M. Delevoye, Pietraszewski. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne voulait pas réintroduire les critères de pénibilité que nous avions votés dans la réforme Touraine. Donc, on ne touche pas à la question de ceux qui sont avec des postures pénibles, répétitives. On ne touche pas à ceux qui sont exposés aux dangers de matières chimiquement nocives. On ne revient pas sur les questions de port de charges lourdes, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe au gouvernement? Vous dites quoi, Emmanuel Macron? Est-ce que vous dites, par exemple, vous précisez les choses, si ça va dans ce sens en matière de pénibilité, en matière de carrière longue, est-ce que vous pourriez voter cette réforme dans la mesure où la réforme à point, la retraite à point, ça a été l'un des points justement de la campagne de Ségolène Royal en 2007. Mais la question des points, c'est une question qui est une question technique. Au fond, et même si vous posez la question aux syndicats réformistes, comme on dit, leur problème n'est pas la question de savoir s'il y a des points ou pas de points. Leur problème, c'est de savoir, eux, ils veulent un régime universel. Voilà ce qu'ils disent. La question des points, c'est une question secondaire par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Moi, je voterai une réforme qui dit quoi? Qui dit qu'on fait mieux qu'aujourd'hui, et notamment qu'on fait mieux sur la pénibilité, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur les pensions de retraite minimales, à la fois pour les carrières longues. Ça vous convient ou pas, là? 1 000 € minimum. Je pense que pour les carrières complètes, ça doit être au niveau du SMIC. Et qu'on doit progressivement descendre, non pas à 100% du dernier revenu, comme pour le SMIC, mais à 75%, ce qui est la moyenne du système actuel pour les carrières qu'on a, et aller progressivement jusqu'à 2 SMIC et demi. Et puis après, au-delà aussi. Et puis, vous avez ensuite la question des carrières incomplètes, où là, il faut aller vers un minimum vieillesse qui soit réformé, qui soit minimum vieillesse, où notamment la question du recours sur succession soit posée très différemment, parce qu'aujourd'hui, vous aviez par exemple, dans le monde agricole, des hommes, des femmes qui pourraient toucher le minimum vieillesse, mais qui n'y ont pas recours parce qu'ils savent que, au-delà d'une somme qui est autour de 30 ou 40 000 €, eh bien, un peu plus outre-mer, eh bien, vous avez l'obligation pour vos héritiers de rembourser ce que les parents ont touché. Justement, voilà. Pour les agriculteurs, si je ne me trompe pas, la moyenne des pensions de retraite pour les agriculteurs, c'est 376 €. Je ne crois pas me tromper. C'est très faible. 376 € par mois. Là, ils auront 1 000 €. Pour une carrière complète. Pour une carrière complète. Là, il y a aussi, dans le cadre de négociations, justement, la définition de la carrière complète. Comment on définit la carrière complète, et ça, c'est à venir dans le cadre de ces négociations. Alors, quelques points qui vous concernent en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste et qui ont provoqué des débats, y compris en interne. Notamment ce meeting que vous avez tenu, c'était, je crois, d'abord, le piquet de grève auquel vous avez participé le 16 décembre à la gare de Lyon, en compagnie de Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, pour appuyer la revendication de la CGT qui réclame le retrait pur et simple de la réforme des retraites. Est-ce que vous ne regrettez pas vous être rendu sur ce piquet de grève? Mais pas du tout. Pourquoi je regretterais d'être allé avec, vous dites, les communistes, il y avait les écologistes, il y avait une série de forces qui... Il y avait l'extrême gauche aussi, oui. Ils n'étaient pas là ce jour-là, mais enfin, ils auraient pu être là. Qui étaient allés précédemment, qui sont allés le lendemain, oui. Et donc, pourquoi nous étions allés les soutenir? Tout simplement parce que, on le sait bien, depuis des années, il y a des gens qui peuvent faire grève et qui le font souvent pour tous les autres. Et que vous croyez que vous considérez que les cheminots font grève pour l'ensemble des Français? Je pense qu'ils font effectivement grève pour l'ensemble des Français. Ah oui. Bien sûr. Et que s'il n'y avait pas cette pression qui était organisée, y compris, est-ce que vous pensez que l'âge pivot aurait été retiré provisoirement? Même si c'est que provisoire. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas cette pression
des grèves, des mouvements, etc. C'est plutôt la pression de Laurent Berger qui a fait. Est-ce que vous pensez que la pression, bouger le gouvernement mais est-ce que vous pensez que la pression simplement comme ça verbale suffirait avec un pouvoir qui ne cesse d'expliquer qu'il ira, il passera en force, etc. Moi, je pense que non. Je pense que c'est le rapport de force qui crée les conditions d'un dialogue. Alors, et donc, effectivement, il faut reconnaître à ces gens-là le fait qu'ils ont bien du mérite, parce que on croit que la grève, c'est juste une partie de plaisir. Mais c'est pas une partie de plaisir. Vous vous rendez compte que ces gens-là, ils ont perdu 1 mois et demi de salaire. C'est pas rien. Ils ont perdu un mois et demi de salaire, ce qui est juste, mais surtout, Olivier Faure, ils ont empêché des gens de travailler, des gens les moins privilégiés parmi les salariés, peut-être les aides-soignants, les femmes de ménage qui habitent, concernant l'Île-de-France, à 30 ou 40 km de Paris, qui pour certains pendant 1 mois n'ont pas pu travailler, et puis ils ont empêché les Français, les franciliens de se déplacer. Faites-en la remarque à un gouvernement qui, même pour le modeste retrait provisoire de l'âge pivot, a mis plus d'1 mois et demi. Donc tout ça, c'est à cause du gouvernement. Mais alors écoutez, quand vous avez un pouvoir qui refuse sur un sujet comme celui-là d'écouter, de négocier vraiment, de faire en sorte qu'on trouve du consensus sur un projet comme celui-ci, je ne comprends pas qu'on puisse encore lui porter le moindre crédit sur sa capacité à négocier. Il ne négocie pas. Alors, autre critique qu'on vous a faite, autre point qui a fait on s'est demandé un peu si le Parti socialiste d'aujourd'hui... Qui c'est ce on ? Les commentateurs, les gens même à gauche. Si vous étiez vraiment l'héritier de François Mitterrand, Lionel Jospin, éventuellement François Hollande, c'est votre participation le 12 décembre à la Bourse du Travail de Saint-Denis, à un meeting avec votre homologue du PCF, Fabien Roussel, avec aussi Julien Bayou des Verts, Éric Coquerel de la France Insoumise, avec la France Insoumise qui n'est pas forcément votre allié naturel, et surtout Olivier Besancenot du NPA, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, et en présence aussi de Gérard Filoche dans la salle, viré du PS il y a quelque temps pour antisémitisme. Alors là, on a du mal à comprendre, est-ce que le PS serait en voie de radicalisation ? Écoutez, vous parliez de Mitterrand. Est-ce que vous pensez vraiment que François Mitterrand était un radicalisé parce que il était en fait capable d'aller au Larzac rencontrer ceux qui manifestaient, qu'il était celui qui avait mis en place, qui avait hébergé une radio libre au siège du PS à un moment où il n'était pas autorisé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il était en fait un gauchiste parce qu'il avait fait alliance avec le Parti communiste, mais jamais avec la LCR ou Lutte ouvrière. Mais LCR et Lutte ouvrière, rappelez-vous de 81, ils ont même appelé à voter pour François Mitterrand. Est-ce que ce sont pour vous des alliés naturels ? Et demandez-leur à eux s'ils sont alliés du PS. Ils vous répondront, mais je vais vous répondre, ils vous répondront spontanément qu'ils ne sont pas des alliés du PS. Et si vous étiez venu à Saint-Denis, dans cette fameuse réunion sur les retraites, vous m'auriez entendu, et vous m'auriez entendu dire que, effectivement, nous avions un point commun qui était le rejet de la réforme telle qu'elle nous était présentée par le gouvernement. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que nous n'étions pas convergents sur tous les sujets. Et que nous n'avions notamment pas la même façon de voir le régime de retraite que nous devions mettre en place. Donc, arriver à parler avec tous, ça devrait être possible. Après, que nous soyons différents, je le revendique et je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Alors au passage d'ailleurs depuis, ce qui contredit un peu d'ailleurs votre présence à ce meeting, c'est que vous avez rejeté la motion de censure que vous avez proposée Jean-Luc Mélenchon. Alors, il faudrait savoir, un coup je suis radicalisé, c'est ça, en contradiction avec ce meeting. Mais non, parce que je me définis par rapport à ce qui me semble juste. Quand je vais à un meeting pour dire que je dénonce avec d'autres ce régime de retraite qu'on veut nous imposer, et que je dis qu'il faut maintenant arrêter ça et qu'il faut reprendre une discussion qui permette de mettre sur la table toutes les propositions et d'avancer sur des bases qui soient des bases réellement saines, je le fais parce que ça me semble être la bonne voie. La motion de censure. La motion de censure, pourquoi je dis non ? Parce que je ne suis pas d'accord avec cette idée que, avant même que le débat ait commencé, on ait déjà donné le sentiment que nous ne voulions pas nous-mêmes du dialogue. Et le débat de censure, il viendrait faire quoi ? Il viendrait consolider une majorité parlementaire qui est parfois en proie au doute, alors que moi je voudrais qu'on fasse la démonstration dans le cadre du débat parlementaire qui va intervenir maintenant, on le sait. Eh bien, est-ce qu'il peut y avoir une motion de censure au moment du débat parlementaire ? À l'issue du débat parlementaire, ça peut venir. Mais moi, ce que je voudrais d'abord faire comprendre aux Françaises et aux Français, c'est
les inconnus, les impasses, les impensés de cette réforme et montrer jour après jour dans les débats parlementaires qui, j'espère, cette fois-ci sera suivi notamment par la presse, eh bien, j'espère que nous pourrons faire cette démonstration et qu'on montrera que, y compris sur un projet qui est censé être ficelé, vous avez un tiers du projet qui renvoie à des ordonnances et même qui seront débattues à l'Assemblée et au Sénat. Les ordonnances, ça veut dire que vous donnez mandat au gouvernement de faire à la place du Parlement. Et donc, qu'on habilite le gouvernement à faire à notre place parce que, en réalité, ils ne savent pas comment ils vont faire. Et même, vous avez même cet article 63 qui est vraiment le must du must, où vous avez même une habilitation donnée par le Parlement au gouvernement pour pouvoir réécrire éventuellement l'ensemble de la loi, parce qu'il pourrait y avoir des erreurs dans la loi. Non, mais ça montre à quel point toute cette histoire-là n'est pas bordée. Alors, sur le mouvement, d'ailleurs, ça nous renvoie au début. Donc, l'UNSA a indiqué vouloir suspendre la grève. Est-ce que ça ne veut pas dire aujourd'hui, le projet arrive vendredi en Conseil des ministres, en débat le 17 février à l'Assemblée, est-ce que ça ne veut pas dire que la partie est perdue pour les anti-réformes de retraite du gouvernement ? Mais je ne crois pas qu'on puisse se dire que la partie soit perdue. Je pense que vous avez en fait une mobilisation qui est plus difficile pour des salariés qui, je le répète, ont perdu 1 mois et demi de salaire. Et donc, forcément, il y a quelque chose d'assez compréhensible dans leur volonté de faire une pause. Ça ne veut pas dire que le débat ne continue pas, et ça ne veut pas dire que, d'abord au Parlement, puis ensuite, j'imagine, d'autres mobilisations sous d'autres formes. Vous souhaitez d'autres mobilisations ? Vous souhaitez que le mouvement continue dans la rue ? Mais sur les mobilisations, je n'en suis ni le maître, ni je ne souhaite être celui qui donne des consignes. C'est le mouvement social, c'est le mouvement syndical qui en a la responsabilité. Et donc, c'est à eux de dire quels sont les moyens d'action qu'ils utilisent pour pouvoir se faire entendre. Moi, je suis parlementaire. Et donc, mon boulot, c'est de donner à la fois un débouché politique en faisant des propositions alternatives, ce que nous avons fait la semaine passée, et ce que nous continuons à faire dans les débats parlementaires, et à montrer aux Françaises et aux Français pourquoi ce projet est un projet qui est de l'enfumage complet. En quoi il n'est pas en réalité universel, en quoi il n'est pas financé, en quoi il n'est pas aujourd'hui un système juste. Alors, dans 2 mois, Olivier Faure, ce sont les élections municipales. Quels sont vos objectifs en termes de villes gagnées, peut-être de villes perdues ? Est-ce que vous pensez que vous allez en perdre et combien ? Et puis, c'est quoi quelles alliances vous avez en tête pour pouvoir conserver ou gagner des mairies à l'issue du second tour ? Écoutez, si j'en crois ce matin, le journal du dimanche... On va parler de Paris, oui. Ça se passe pas si mal. Et puisque vous parlez de Paris, on va commencer par Paris. Donc, Anne Hidalgo en tête avec 25% selon ce sondage IFOP, journal du dimanche. Rachida Dati qui l'a su, je crois, à 19%, et qui distance Benjamin Griveaux, Cédric Villani et l'écologiste de David Béliard, et aussi la candidate France Insoumise qui est reléguée très loin à 5%. Ça veut dire, vous dites, ça y est, on a gagné à Paris ? Non, je ne dis jamais on a gagné. Je dis simplement que il y a vraisemblablement une prise de conscience à Paris, comme dans d'autres villes que nous dirigeons, que ce que nous faisons dans ces villes est exemplaire de ce qui devrait se passer dans nos communes. C'est-à-dire le mariage entre le social et l'écologique. Et la volonté de le faire, non pas replier sur nous-mêmes, mais de le faire à la fois avec des partenaires, et le rassemblement le plus large est souhaité chaque fois que nos partenaires en sont disposés. Et c'est la façon, pour moi, d'avancer, parce que c'est ça, une gauche moderne. Et même si je suis premier secrétaire du Parti Socialiste, j'ai depuis plus d'1 an appelé, en fait, y compris nos propres élus, à faire non pas le rassemblement sur nous-mêmes, replier sur nous-mêmes, mais à faire un rassemblement le plus large possible. Est-ce que l'alliance avec la société civile, avec les écologistes, avec tous ceux qui à gauche... L'alliance avec les Verts à Paris, elle est inévitable pour vous au second tour. Mais elle sera effectivement une alliance de second tour. Je pense que David Cormand autrefois, aujourd'hui Julien Bayou, ont été très clairs sur l'orientation de leur parti politique, qui est un parti qui s'ancre à gauche. Et j'ai écouté Yannick Jadot qui lui-même dit qu'il n'est pas question de faire alliance ni avec le Front National, ça va de soi, ni avec les Républicains, ni avec la République En Marche. Bon, je vous laisse faire par soustraction ce qu'il reste et avec qui il est prêt à travailler. Et Cédric Villani, ça peut être aussi un allié, éventuellement de circonstance, pour Anne Hidalgo. Est-ce que vous le souhaitez ?
Cédric Villani fut autrefois le président allié, du comité social, de soutien d'Anne Hidalgo, et donc est-ce que vous lui voyez une fibre de gauche à Cédric Villani? Est-ce que ça peut être un allié pour Anne Hidalgo? Mais moi, je ne sais pas qui a une fibre ou pas. Je me fie aux actes. Non, mais est-ce que ça peut être un allié? Je me fie aux actes. Et les actes, c'est de rompre avec le soutien à une politique qui est une politique qui est tout sauf de gauche. Donc, si Cédric Villani décide de rompre avec Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe, vous dites bienvenue à Paris, Cédric, aux côtés du Parti Socialiste et d'Anne Cédric Hidalgo. Villani, pour l'instant, il n'en est pas question encore, mais ce que je sais, ce que je sens, ce que je crois, c'est que il ne peut pas être heureux dans une majorité qui aujourd'hui abaisse les droits des travailleurs, des salariés, et ça ne correspond pas à ce que j'ai lu de lui ou ce que j'ai cru de lui. Et donc je pense qu'à un moment donné, il fera ce pas-là. C'est pas si facile. Ce pas vers Hidalgo. Je pense qu'il fera ce pas vers la gauche parce que il y a toujours un moment où c'est la goutte d'eau. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont plus lents que d'autres à se rendre compte que ce gouvernement n'a jamais marché sur deux pieds et qu'il marche sur un seul, le pied droit. Et donc, eh bien, ceux qui se rendent compte maintenant que la jambe gauche est une jambe de bois, peut-être que ça les fait réfléchir. Avec éventuellement Hugues Ranson qui soutient. Il y a des gens qui, je pense, n'ont pas arrêté de réfléchir le jour où ils sont devenus marcheurs. Et comme ils ne sont pas arrêtés de réfléchir, j'espère que leur réflexion les portera jusqu'à penser qu'il y a un moment où trop c'est trop. Et qu'on ne peut pas continuer avec un président de la République qui estime que tout lui est dû et qui n'a de compte à rendre à personne, et notamment à ceux qui, un temps, ont pu croire qu'il était un progressiste, qu'il n'est pas. Anne Hidalgo, candidate à Paris, a priori éventuellement élue, est-ce qu'une fois élue, si elle est réélue, elle peut être la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle? Mais tout le monde peut revendiquer cette place. Non, mais Anne Hidalgo, est-ce que ça serait une candidate? Ça paraît être une candidate plausible, je ne répondrai, éventuellement naturelle. Ouais. Frédéric Aziza, je vais être très clair, je ne répondrai ni pour elle, ni pour d'autres. Ce que je veux, c'est d'abord arriver à cimenter l'ensemble de ce bloc social et écologique, dire d'abord pourquoi faire avant de dire derrière qui. Parce que ça fait des années et des années qu'on fait la même chose. On dit toujours derrière qui. Et à la fin, vous avez des écuries présidentielles qui se mettent en place les unes contre les autres, et ça se finit en drame. Voilà. Je pense que l'écurie présidentielle, justement, eh bien, on a l'impression que Ségolène Royal repart au combat, elle est libérée de son poste d'ambassadrice d'épaule, et puis elle s'apprête à créer, je crois que c'est jeudi prochain, une association politique baptisée Désir de France, avenir de la planète. Et donc, après, elle n'exclut plus aujourd'hui d'être candidate. Elle peut être aussi une candidate pour le PS, Ségolène Royal, ou vite non? C'est trop tard. Je viens de vous répondre, je viens de vous dire, je ne répondrai ni pour elle, ni pour quiconque. Ouais. La question n'est pas de savoir qui. C'est possible ou pas? Puisque je crois qu'elle n'est plus au Parti Socialiste. Non, elle n'est plus au PS, je vous le confirme. Mais est-ce qu'elle peut représenter le PS à la présidentielle? Mais moi, je vous dis que le bon candidat, je vais vous faire le profil type. Allez-y. Le bon candidat ou la bonne candidate à l'élection présidentielle sera celui qui saura incarner ce bloc qui se bat pour la justice sociale et écologique. Celui ou celle-là, je ne le connais pas, ou plus exactement, je pense que je le connais déjà, ou je la connais déjà, mais il n'est pas encore, ou elle n'est pas encore appelée à se manifester. Parce que la réalité, c'est qu'il faudra choisir le ou la meilleure d'entre nous, mais arrêter cette division mortifère. Est-ce qu'on a encore envie d'ouvrir un boulevard à ce duo que constituent Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui font tout pour organiser le débat autour de leur seule personne, qui font tout pour que on soit persuadé qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'extrême droite ou les libéraux? Moi, je crois le contraire. Je crois qu'il y a une force qui est une force centrale, qui est une force qui permet de répondre à tous les grands défis du XXIe siècle, les défis des grandes mutations du travail, les défis des grandes mutations sur le plan écologique. Et cette force-là ne demande qu'à naître. Mais elle suppose un peu de raison et d'intelligence de la part des dirigeants à gauche et dans l'écologie. Je vais quand même vous citer quelques autres noms. François Hollande, son retour, vous avez été très proche de lui. Est-ce qu'il est possible ou pas? Mais qu'un président de la République ou un ancien président de la République, comme une ancienne candidate à l'élection présidentielle, s'intéresse toujours à la vie de leur pays, ça me paraît bien normal. À l'Élysée, ils peuvent s'y intéresser, ils peuvent incarner quelque chose. Écoutez,
chacun s'intéresse à ce qu'il souhaite. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons tellement souvent commencé par la fin et oublié ce pourquoi on se battait. Moi, je veux d'abord qu'on dise pour qui on se bat. Pourquoi on se bat, ce qu'on fait, d'où on vient, où on va. Et c'est à ces conditions-là et ces conditions-là seulement que les Françaises et les Français peuvent à nouveau nous faire confiance. Il est illusoire de croire que telle ou telle personnalité, je crois qu'on a fait le tour. Ça fait des années qu'on nous dit la même chose. À chaque présidentielle, on nous a dit c'est avec celui-là ou avec celle-là. Ça n'a rien été, vous, ça n'a rien changé. Vous, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, est-ce que vous pouvez être candidat à l'Élysée ou pas? Mais pas plus que pour les autres, je ne vous répondrai. Nous n'avons pas, à ce jour, besoin de nous poser la question de l'incarnation. Moi, je vous dis, je soutiendrai celui ou celle qui sera le mieux placé pour incarner à la fois les combats de la gauche et de l'écologie, qui soit celui qui porte une idée de la justice sociale et écologique. Et est-ce que ça peut... oui, ça me parle. Le reste, ça me parle pas. Et est-ce que ça peut être comme aux européennes, quelqu'un qui ne serait pas issu du Parti socialiste? Par exemple, Yannick Jadot. Mais ce sera le meilleur ou la meilleure d'entre nous tous. Et je me sens aujourd'hui responsable, non pas seulement d'un parti politique, mais d'un bloc politique, d'un ensemble qui doit exister, parce que s'il n'existe pas, alors nous serons condamnés à rejouer le match de la dernière fois. Et je ne vous dis pas la catastrophe du deuxième tour. Vous pensez que Marine Le Pen peut être élue? Mais je crains que, vu le rejet, parce qu'il y a un socle électoral qui est un socle électoral qui tient pour Emmanuel Macron, autour de 20 à 25% des Françaises et des Français, des électeurs, de ceux qui viennent voter. Mais je vois aussi la haine qu'il suscite, le rejet qu'il crée. Et donc, je ne voudrais pas que nous soyons victimes d'un accident électoral terrible. Tout ça parce que nous n'avons pas, nous, su incarner une autre voie, un autre chemin. Et donc, je pense que notre responsabilité, elle est là. Alors, on va revenir aussi, ça fait partie de vos responsabilités, de votre responsabilité, sur votre décision de ne pas vous joindre, c'était le 10 novembre dernier, à la marche dite contre l'islamophobie. Une décision critiqué à l'époque à gauche, salué par un grand nombre aussi de militants en faveur des libertés, des droits de l'homme, de la laïcité. Est-ce que 2 mois après, vous assumez toujours et pourquoi? Mais bien sûr que je l'assume. Mais voyez que depuis que le début que nous nous parlons, parfois vous dites que je suis radicalisé. Non, parfois ce sont uniquement des questions. Hein. Ce sont uniquement des questions. Des questions. Oui. Peut-être quelquefois orientées, mais ce sont des questions. Ma réponse à moi, c'est que nous nous définissons. Et je dois dire que ce refus de participer à cette marche contre l'islamophobie a été très bien perçu, notamment par nos auditeurs qui nous ont envoyé des mails et qui ont téléphoné à la radio. Eh bien, écoutez, d'abord, ça veut dire une chose, c'est que nous nous définissons uniquement par rapport à nous-mêmes. Et par rapport à ce que nous croyons juste. Et pas par rapport à ce que fait tel ou tel. Et tant pis si on n'est pas suivi ou si on n'est pas compris sur le moment. Parce que il faudra bien que tout le monde comprenne que la laïcité, c'est un joyau qui a été porté par une partie des Françaises et des Français, qui n'a pas été compris tout de suite par l'ensemble. Et qui est au départ une valeur de gauche. Hein. Et qui est une valeur de gauche, et que je revendique parce que elle fut essentiellement d'ailleurs portée par des socialistes. Enfin, de gauche ou en tout cas républicaine. Hein. Oui, mais enfin, quand on pense à Briand, quand on pense à Jaurès, ils étaient en plus socialistes. Mais je ne cherche pas non plus à dire que cette valeur-là serait notre propriété propre et à nous seuls. Heureusement, elle est partagée par d'autres, et ça fait partie des grands acquis républicains. Pourquoi nous n'y étions pas? Non pas que nous soyons pas conscients du fait qu'il y a aujourd'hui des actes contre les musulmans et qui sont intolérables, qui sont insupportables et que nous devons condamner avec la plus grande fermeté. Ah, vous dites bien, tous les racismes sont condamnables. Le racisme anti-musulman comme les autres. Exactement. Et surtout, et notamment, puisqu'on parle de cette marche contre l'islamophobie, ce n'est pas parce que vous ne participez pas à cette marche, ce n'est pas parce que d'autres personnalités ou d'autres citoyens ne participent pas à cette marche qu'ils valident le racisme anti-musulman. Mais bien sûr que non. Et pourquoi nous n'y étions pas? Parce que, d'abord, à la fois, parmi ceux qui appelaient à manifester, il y avait des gens qui sont quand même très peu laïcs. C'est un euphémisme. Et ça nous renvoie d'ailleurs au début de cette émission, notamment Taha Bouaf, qui était l'un des initiateurs de cette marche. Exactement. Mais ce que je vous dis, c'est que donc, il y a des gens qui ont un rapport à la laïcité qui est plus que... À géométrie variable. À géométrie variable, et qui est, disons les choses, ils sont extrêmement distants et ne l'utilisent qu'à des fins qui les servent. Et dans l'appel lui-même, il y avait cette volonté de combattre ces fameuses lois qu'ils disent, eux, islamophobes.
et qui sont les lois de la République. La loi sur le foulard à l'école, la loi sur le port du voile intégral. Les signes religieux. Et donc, et pas seulement le voile intégral, les signes religieux. Les signes religieux, bien sûr, oui. Et donc, effectivement, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans un texte pareil, dans un appel pareil, et malheureusement, eh bien, nous n'avons pas pu ce jour-là manifester, alors que nous l'aurions fait si nous n'avions pas été conduits à avaliser cette dérive que pour ma part, je ne tolère pas, et qui est une dérive qui n'est pas une dérive laïque. Il y a une dérive au centre justement de l'islam politique, d'une islamisation politique de certains quartiers à l'origine d'une montée de l'antisémitisme. Et je vous cite ce que disait ici à Radio J en juillet 2012 Manuel Valls. Il constatait que l'antisémitisme se répandait dans nos quartiers populaires. Donc je cite Manuel Valls, qui à l'époque était ministre des Intérieurs de François Hollande, auprès d'une jeunesse souvent sans repère, sans conscience de l'histoire, qui cache, et c'est Manuel Valls qui parle, sa haine du juif derrière un antisionisme de façade et derrière la haine de l'État d'Israël. Alors en 8 ans, on peut pas dire que les choses aient vraiment changé. Au contraire, on tue encore aujourd'hui des juifs en France parce qu'ils sont juifs. Après Toulouse, après Ilan Halimi, il y a eu l'hypercachère, il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Mireille Knoll. Est-ce à dire que l'État, que le gouvernement, que la société française serait impuissant face à ce nouveau mal français? Et une précision quand même, quand je vous parle d'antisémitisme, ce n'est pas pour ça que je ne pense pas aussi au racisme anti-musulman, au racisme anti-noir, et même à l'homophobie qui est une forme de racisme. Vous avez raison, mais c'est vrai que même, je vais faire part d'un souvenir que vous partagez certainement avec moi. Il y a un an, après un certain nombre d'actes antisémites, j'avais appelé à une manifestation de tous les républicains dans toute la France, qui a eu lieu à Paris, place de la République, et partout en France. Et à la fois, il y avait beaucoup de monde, c'est vrai, mais il y avait surtout des juifs. Exactement, il y avait d'abord beaucoup de juifs. Il y avait beaucoup de gens qui étaient habitués à manifester sur ces sujets-là, et puis ce n'était pas malgré tout la foule des grands jours. Et ce soir-là, j'étais à la fois heureux de partager ces valeurs-là avec les gens qui étaient présents, mais j'étais aussi très triste de ne pas être en situation être en présence d'une foule qui serait débordante. C'était pas la marche du 11 janvier 2015. C'était pas le 11 janvier. C'était pas, y compris ce que nous avons connu à d'autres époques quand il y avait eu des profanations. C'était pas SOS Racisme, notamment. C'était pas les grandes marches après SOS, après la profanation de Carpentras, etc. Il y a eu une forme de banalisation, une forme d'accoutumance, une forme de dégradation progressive de nos mœurs et d'une certaine façon, une forme d'accoutumance, de mitridatisation qui a conduit à ce que nous ne voyions plus la force des symboles et ce que ça peut représenter, y compris pour ceux qui le vivent directement. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas juif, on met une croix gammée sur un mur, bon, vous dites c'est un tag. Vous êtes juif, ça vous renvoie à une période de l'histoire et ça vous renvoie à cette idée que jamais vous ne serez complètement toléré dans votre propre pays. Et justement, on commémore la semaine prochaine à Jérusalem et à Auschwitz, en Pologne, les 75 ans de la libération d'Auschwitz. 75 ans après, on en est toujours là. Oui. Et ça dit quoi du monde, de la France, de la société française, peut-être aussi du monde intellectuel? Ça dit malheureusement que même... j'aimerais tellement, puisqu'on parle d'Auschwitz, j'aimerais tellement que on puisse y emmener... On y emmène beaucoup les enfants des écoles et c'est bien, et il faut continuer à le faire. Mais j'aimerais tellement qu'on y emmène les Françaises et les Français. On a peut-être vu le film de Lanzmann, peut-être qu'on a vu un certain nombre de films sur la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais je demande à chacun de mettre un jour les pieds à Auschwitz, et notamment à Birkenau, et de comprendre ce que peut être le bout de l'horreur. Quand on en sort forcément changé. On ne peut plus regarder l'histoire de la même façon. On ne peut plus se dire que cette histoire est une histoire inventée. Et voilà, je souhaite que, effectivement, 75 ans après, à la fois on se rappelle et surtout on se batte pour que plus jamais ça n'intervienne. Merci en tout cas Olivier Faure d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.